Les héros sont connus pour donner leur vie pour le bien des personnes en qui ils ont confiance, mais qui les trahissent. Allen, le paresseux, Héro ne veut pas renaître en tant que héros dans sa seconde vie, mais il se réveille comme le premier fils de la maison ducale de Westfeld. Le frère cadet d'Allen réveille Allen et l'amène à leur père qui chasse Allen à la joie de son frère. Alors que la masse inutile, qui n'a pas dépassé le niveau 1 depuis sa naissance, est heureuse de quitter la maison ducale de Westfeld car il reconnaît enfin sa chance de liberté. Un papillon vole devant Allen à l'extérieur de la maison et il décide d'aller aux Borderlands à l'extrémité est du territoire de Westfeld. En pêchant, il pense à vivre une vie paisible où personne n'a peur de lui. Pendant son voyage, il remarque Béatrice, la garde de la princesse, et Lisa, la première princesse d'Ado Astella, dans une situation désespérée où elles essaient de vaincre des monstres qui se génèrent après chaque coup de Béatrice. Étant le héros maléfique qui ne veut pas utiliser ses pouvoirs de sa vie passée, même après que Lisa ait pris sa défense quand ils étaient plus jeunes, c'est la blessure de Béatrice qui le décide à aider les demoiselles en détresse. Allen saute de sa position et vole comme une fusée jusqu'à l'endroit où se trouve Lys. Il atterrit au moment où Lisa appelle son nom car il est le seul à qui elle pense dans ce moment de danger. Quand Lys demande à Allen pourquoi il est là, il se concentre sur les monstres et promet de donner les détails à Lisa plus tard. Il active ses yeux divins et conclut que les monstres sont des créatures sorcières, des loups d'argile avec des noyaux qu'il doit briser. Il lève son épée en une centaine de fleurs et les lance directement sur les loups, les détruisant complètement. Une fois cela réglé, il retourne vers Lisa et Béatrice. Béatrice s'excuse auprès de Lisa pour son incompétence et remercie Allen d'être apparu quand ils avaient le plus besoin de quelqu'un. Pour sauver Béatrice mourante, Allen est contraint de montrer une autre forme de son pouvoir lorsqu'il guérit Béatrice. Les filles demandent à Allen d'où il tient un tel pouvoir, mais alors qu'il réfléchit à ce qu'il va dire au lieu de leur dire qu'il l'a hérité de sa vie passée, elle conclut que cela doit être un don d'un rang dont l'église n'est pas au courant. Béatrice ajoute qu'elles sont en route pour le village de Clum dans les Borderlands et qu'Allen est celui qui les a sauvés du désastre qui a essayé de les arrêter. Lorsque Lys demande à Allen pourquoi il va aux Borderlands, il répare le chariot endommagé au lieu de répondre. Et pendant le voyage, il dit à une Lys surprise qu'il a été banni. Allen et Béatrice conviennent que Lys ne devrait pas laisser Allen partir après avoir vu le genre de pouvoir qu'il possède. Mais Lys dit qu'elle mettra l'intérêt d'Allen en premier parce qu'il est son ami. À leur arrivée au village, le trio ne rencontre aucun des villageois et ils se demandent ce qui a pu mal tourner, puisque Allen ne sent pas la présence de monstres, ce qui signifie que les villageois ne fuient pas des monstres. Après avoir erré un moment, ils trouvent les villageois rassemblés devant la maison du chef du village, et comme par hasard, il ouvre la porte pour jeter dehors son visiteur, qui se trouve être la lumière que Lisa cherche. Lisa appelle la visiteuse Akira, mais Akira ne semble pas se souvenir de qui est Lisa, jusqu'à ce que Lisa l'aide à se remémorer. Béatrice explique à Allen qu'un courageux, un don spécial, est accordé à une personne par génération, et cette personne est appelée un héros. Lisa ajoute qu'Akira est le héros actuel, et sa révélation l'a amené à aider le héros. Le trio, avec l'ajout d'Akira, déjeune, et Akira explique que lors de ses voyages aléatoires, en passant par le village actuel, elle est tombée sur une fille qui était presque sacrifiée à un dragon. Allen réalise que le village a fait des sacrifices au dragon pour recevoir sa protection, et Akira est d'accord avec la supposition d'Allen à cause de la façon dont elle a été traitée par le chef du village. Abandonnant une assiette vide, Akira déclare son intention de vaincre le dragon à cause de la petite fille qu'elle a vue, même si les villageois ne veulent peut-être pas être libérés du dragon. Lisa, Béatrice et Allen décident d'accompagner Akira dans cette mission. Akira conduit tout le monde à la montagne où réside le dragon, et ils tiennent une réunion stratégique à leur arrivée. Akira se porte volontaire pour attaquer le dragon de front, tandis que les autres la rejoignent en empruntant un chemin latéral. Allen demande à être autorisée à prendre la première ligne, mais Akira refuse, disant qu'elle craint qu'Allen ne s'occupe du dragon facilement sans eux. Elle dit qu'elle aimerait s'entraîner avec Allen, mais qu'elle préfère attendre que le dragon soit abattu. Allen surveille les deux dames alors qu'elles escaladent la montagne avec une corde, et elle se demande pourquoi le Westfelf a laissé le village très proche d'eux en danger. Allen dit que le Westfeld a probablement construit le village dans cette arène pour un sacrifice. Akira regarde le dragon crier vers le ciel et concentrer son souffle de feu sur elle, mais étant l'héroïne, elle frappe le dragon avec la foudre grâce à son pouvoir souverain. Malheureusement, le dragon est indemne. Le dragon dit à Akira qu'il a relâché la petite fille, qui est maintenant de nouveau sous sa garde, pour voir à quel point cela peut être amusant pour lui. Akira est furieuse, alors elle attaque avec son épée et sa puissance courageuse, mais le dragon n'est pas blessé et il se moque d'Akira, demandant si c'était vraiment sérieux. Le dragon frappe l'héroïne hors de sa position avec sa queue, et Akira est surprise de voir que le dragon est bien plus puissant qu'elle ne le pensait. Le dragon dit à Akira qu'elle n'a pas fait grand chose pour mettre fin à son ennui, et il est prêt à cracher du feu sur l'impuissante Akira. Cependant, grâce à Allen, qui arrive et tranche une des ailes du dragon. Allen s'excuse auprès d'Akira, disant qu'il n'attendait pas le bon moment, retardant ainsi son sauvetage. Béatrice et Lisa courent pour aider Akira par inquiétude. Allen poursuit le dragon et demande pourquoi il faisait la bouche alors qu'il n'avait pas tant de force. Le dragon charge Allen de colère et Allen dit à Lisa de s'occuper d'Akira, tandis que Béatrice emmène la fille du village en sécurité.
Allen frappe le dragon une deuxième fois, et le dragon se demande comment Allen peut le blesser avec une lame émoussée alors qu'il est simplement humain. Allen dit que le dragon est impoli de qualifier sa lame d'émoussée car il y tient. Il observe à nouveau le dragon et décide que son pouvoir de fin du monde abattra le dragon en un rien de temps. Le dragon s'éloigne d'Allen et se tient sur les filles, demandant à Allen de l'attaquer s'il n'est pas prêt à protéger les filles. Lys hoche la tête à Allen, montrant sa confiance en lui, et Allen saute en avant avec son épée pour attaquer le dragon qui est sur le point de cracher du feu sur eux tous. Au moment où l'épée d'Allen perce le dragon, une lumière brille à travers le corps du dragon, et le temps revient à la normale alors que le dragon disparaît. Akira se réveille et voit la petite fille, et la fille pleure quand Akira demande à propos du dragon. Allen pense que vaincre le dragon est loin de la vie paisible qu'il souhaite, mais il pense aussi qu'il est bien d'aider quelqu'un dans le besoin. Allen ouvre les yeux le lendemain matin et Lys est à côté de lui. Il voit Béatrice et Akira engagés dans un combat d'épée ludique. Lys s'excuse auprès d'Allen de lui avoir caché le fait qu'elle est une sainte. Allen dit à Lys que cela ne lui importe pas qu'elle soit une princesse ou une sainte, car elle sera toujours Lys pour lui. Akira voit que le paresseux est réveillé, alors elle l'invite à s'entraîner avec elle. Lys invite Akira à voyager avec eux, mais Akira préfère voyager à pied plutôt qu'en chariot. Béatrice demande si elle est sûre de partir avec la petite fille, et Akira ne peut pas être plus sûr. Akira s'excuse pour l'épée cassée d'Allen et aussi de s'être reposée sur lui pour vaincre le dragon. Elle lui offre son épée de héros, disant que l'épée convient à quelqu'un comme lui. Mais Allen dit à Akira qu'il a pu battre le dragon parce qu'Akira l'a combattu en premier. Akira accepte le compliment et se tourne dans l'autre direction, demandant à la petite fille de la suivre. Craig, le duc de Westphelt, et Brett, les frères cadets d'Allen, reçoivent un rapport par hologramme de l'homme qu'ils ont chargé de tuer le héros. L'homme dit que le héros a été aidé par la sainte, et Craig décide que le pouvoir de la sainte ne doit pas être pris à la légère. Bien que Brett soit agacé que l'homme ait échoué dans son plan et qu'ils doivent laisser la sainte et le héros partir libres, son père Craig lui dit de ne pas s'inquiéter, car tant que les deux restent dans les terres frontalières, ils peuvent être tués facilement. L'homme promet d'apporter bientôt la tête de l'elfe à Craig et Brett. Lys confirme à Allen qu'elle connaît un forgeron à Granholm, tandis que Béatrice confirme que le forgeron est un elfe particulier avec de grandes compétences. Lys dit qu'elle sait que c'est de sa faute si Allen est avec eux et qu'il a aussi cassé son épée, donc elle veut profiter de cette occasion pour s'excuser. Mais Allen dit que ce n'est pas sa faute. Le trio fait une pause dans le voyage la nuit, et tandis que Béatrice rassemble encore du bois pour allumer un feu, Allen crée un feu avec sa magie, ce qui fait sursauter Béatrice. Se sentant détendue, Lys repose sa tête sur les genoux d'Allen, mais elle se lève immédiatement et s'excuse pour ce geste. Béatrice lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'elle est la fiancée d'Allen. Lisa corrige Béatrice en disant qu'Allen est son ex. Finalement, Béatrice dort adossée à l'arbre, tandis que Lisa repose sa tête sur l'épaule d'Allen. Allen est heureux de la paix dans ce simple rassemblement, et il se souvient de sa première rencontre avec Lisa et comment elle voulait le connaître parce qu'ils étaient fiancés. Allen veut que sa vie reste aussi paisible. Le lendemain, ils entrent dans Granholm et Allen pense que la ville est animée même si elle est près des frontières. Béatrice dit que c'est à cause des aventuriers qui séjournent dans ces villes car ils ont du travail à faire à proximité. Après un petit moment, le trio arrive dans une maison isolée de la ville. Et Lisa dit que c'est la maison du forgeron. Malgré l'atmosphère inhabituelle, Allen découvre que la porte de la maison est ouverte et Lisa appelle Noël, le forgeron. Dès qu'ils sont à l'intérieur, Lisa trouve Noël subtilement inconsciente et elle crie, faisant courir Allen vers elle depuis l'endroit où il observait les belles épées dans la maison. Béatrice rappelle à Lisa qu'il n'y a rien de mal avec Noël parce que c'est normal pour Noël de tomber dans un sommeil profond inconscient puisqu'elle oublie toujours de manger, de dormir et de se reposer quand elle travaille. Lisa guérit Noël et elle s'étire en se réveillant mais refuse de forger une lame pour Allen parce qu'elle est occupée. Elle dit qu'Allen a son épée mais Allen montre qu'elle est cassée. Après avoir qualifié Allen de quelqu'un avec des compétences médiocres, elle évalue sa lame cassée et voit qu'il a utilisé une épée à sa limite absolue. Elle se demande comment cela a été possible et cela la pousse à changer d'avis sur la fabrication de l'épée. Elle demande à Allen s'il aimerait utiliser une lame qui dépasse l'épée divine du héros parce qu'elle a choisi Allen pour... Noël se souvient de Vanessa et elle a hâte de fabriquer l'épée. Une jeune femme observe le trio alors qu'il quitte la maison de l'elfe. Elle rapporte à l'homme de l'hologramme vu plus tôt et il décide d'enquêter sur Allen puisqu'il n'était pas censé être avec la princesse. Le trio trouve un endroit pour s'asseoir et Lisa encourage Allen à visiter la guilde des aventuriers et à vendre des matériaux de dragon. Les filles disent qu'elles feront du tourisme pendant son absence. Cependant, Lisa et Béatrice veulent faire autre chose sans déranger Allen. L'employé de la guilde court vers le responsable de la succursale dès qu'elle voit les écailles de dragon. L'homme de l'hologramme, qui se présente comme Horace, et la fille de chez Noël, Mylène, rencontrent Allen et posent des questions sur le dragon. Allen est surpris de voir une Amazone Mylène en ville. Horace et Mylène partent après avoir confirmé que la personne qui a vaincu le dragon était le héros, pas Allen. Horace pense qu'Allen est un adversaire insignifiant, mais Mylène pense qu'il peut être dangereux. Lorsque le trio rend visite à Noël plus tard, il découvre qu'elle s'est évanouie à nouveau. Lys la guérit comme d'habitude, et une fois qu'elle ouvre les yeux, elle leur dit qu'elle a fini de fabriquer l'épée.
Elle le montre du doigt et dit qu'elle veut qu'Allen le teste devant elle immédiatement, mais Lise lui dit de se rétablir d'abord. Allen et Noël entrent dans la forêt pour tester l'épée. Allen demande comment Noël, qui est une elfe, est devenue forgeronne, puisque ce métier convient mieux aux nains. Noël dit qu'elle a été élevée par un nain, et même si Vanessa, la naine, ne lui a rien appris, elle reste sa chère maîtresse. Noël s'enfuit en disant qu'il devrait commencer, mais Horace et Mylène apparaissent à nouveau devant Allen, demandant s'il travaille sur la demande de la guilde. Allen ne conteste pas cette idée. Horace demande à Mylène de suivre Allen et de l'empêcher de découvrir leurs secrets lorsqu'ils sont seuls à nouveau. Allen tranche des abeilles et divers monstres avec le plus grand plaisir. Noël dit que son don peut voir la netteté, la force de l'épée et tout ce que l'œil nu ne peut pas voir. Voulant voir Allen en faire plus, Noël suggère qu'ils aillent plus loin dans la forêt. Noël est surprise lorsqu'ils ont parcouru une certaine distance sans rencontrer de monstres, et elle se demande s'ils ont peur d'Allen, mais Allen pense le contraire. Il utilise l'épée pour révéler une atmosphère cachée. Noël et Allen voient tous les deux un monstre, et Noël demande à Allen de le tuer. Noël regarde Vanessa frapper l'épée qu'elle fabrique, mais peu importe ce que Noël dit, Vanessa ne prononce pas un mot en réponse. Même quand elle a faim, elle doit trouver quelque chose à manger dans la maison toute seule. Elle retourne vers Vanessa et prend une épée pour attirer son attention, mais finit par tomber. La traite de stupide parce qu'elle ne se préoccupe que de l'épée et pas d'elle-même. Vanessa ne se lève pas avant d'avoir fini l'épée le lendemain, et même Noël est étonné de voir le résultat de l'épée que Vanessa a fabriquée. Allen refuse d'attaquer Fenrir parce que cet exploit ne peut être accompli qu'avec les meilleures armes de première classe, c'est-à-dire l'épée sacrée ou quelque chose de mieux. Il rappelle à Noël que la lame qu'il a avec lui ne laisserait pas la moindre égratignure, et il suppose qu'elle le sait. De retour à la maison, Allen raconte à Béatrice et Lise le Fenrir qu'ils ont vu dans la forêt, et comment il était enveloppé d'une certaine puissance, et il se demande qui a pu l'amener là et pour quelle raison. Incapable de répondre à la question, Allen demande à Lisa s'ils ont terminé ce pourquoi ils sont venus, car il sait qu'ils ne sont pas venus au village uniquement pour fabriquer une épée pour lui. Lisa raconte à Allen la mort du général Cyril et la tête manquante. Béatrice ajoute qu'ils n'ont pas découvert qui a commis l'atrocité car aucune preuve n'a été trouvée, et ils soupçonnent qu'un démon a pu commettre le meurtre. Alors ils sont venus enquêter en ville. Allen pense avoir rencontré quelqu'un de suspect. Mylène se demande qui a brisé le sceau pour révéler Fenrir, et elle pense que cela n'a pas d'importance car leur mission est sur le point de se terminer. Elle ne rapporte pas à Horace, mais il lui demande de tuer l'elfe et la sainte car il a le contrôle sur Mylène à cause du joug de servante autour de son cou. Noël forge l'épée selon les conseils d'Allen, mais elle devient faible et dans son inconscience, elle se souvient de la mort de Vanessa. Le jour fatidique, Horace dit à Vanessa qu'elle doit être tuée parce qu'ils ne peuvent pas avoir une augmentation de lame acérée pour rivaliser avec les épées sacrées. Vanessa frappe la tête du Fenrir qui l'attaque avec une épée, mais elle se casse au moment où elle touche le monstre, et dans son désespoir, Noël crie le nom de Vanessa. Le Fenrir mord Vanessa, la rendant impuissante. Quand le monstre se tourne vers Noël, le héros apparaît soudainement, et elle frappe et dégaine son épée pour arrêter le monstre. Le monstre lui fait face, et elle lève à nouveau son épée. Cette fois, elle court au-delà du monstre, créant une blessure qui fait fuir Horace avec Fenrir. Noël court vers Vanessa dès qu'elle en a l'occasion et repousse Akira lorsqu'elle propose de trouver un moyen de soigner les blessures de Vanessa. Noël ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Akira pouvait frapper le monstre facilement, alors que son maître n'avait aucune chance parce que son épée n'était pas encore à la hauteur de l'épée sacrée. Noël se lève du sol et se demande si c'est Lisa qui viendrait la soigner quand elle s'évanouirait, mais elle ne voit personne dehors. Allen se tient dans un endroit bien caché et ricane, disant qu'il avait dit à Noël de ne pas être imprudente, mais que l'idiote n'écoute pas. Après avoir terminé l'épée, Noël décide de l'utiliser elle-même sur le monstre dans la forêt. Une fois que Noël atteint le Fenrir endormi, elle tente de le poignarder mais le monstre ouvre les yeux et la repousse. Horace apparaît alors que Noël tente d'attaquer à nouveau le monstre et il dit qu'elle doit être forte pour être encore debout après avoir reçu un coup de Fenrir. Noël demande à Horace s'ils veulent la tuer comme ils ont tué Vanessa. Cela fait se rappeler à Horace que Noël était la jeune fille avec Vanessa lorsqu'elle a été assassinée, et Horace pense que c'est le destin que le maître et l'apprenti soient tués par le même monstre. Rassemblant son courage, Noël se relève et essaie de poignarder le monstre, mais cette fois, il passe à côté d'elle et la frappe avec ses pattes arrière. Horace dit qu'il aimerait discuter de quelque chose avec Noël avant de la tuer, et il lui demande de devenir son esclave parce qu'il a vu qu'elle possède les yeux du souverain des fées, la vue de Graham, qui est l'un des 5 dons innés connus. Noël refuse de devenir l'esclave d'Horace, et sa détermination se renforce lorsqu'elle apprend que Mylène est devenue l'esclave d'Horace parce qu'elle possédait un don inné et qu'Horace a détruit son village. En raison du refus de Noël, Horace envoie le monstre pour tuer Noël, mais le chevalier en armure de l'échec vient à son secours. Allen s'excuse pour son arrivée tardive, et Horace demande pourquoi Allen a choisi le mauvais endroit alors qu'il devrait garder Lisa, parce qu'elle pourrait être en danger. Allen dit à Noël de ne pas s'inquiéter parce qu'il a mis en place une barrière pour annuler l'invisibilité de Mylène si elle essaie d'attaquer Lisa et Béatrice. Lisa et Béatrice ont perçu la présence de Mylène dans leur chambre lorsque Mylène découvre le lit et voit des oreillers à la place de Lisa. De là où il est, Allen regarde Lisa et Béatrice vaincre Mylène et il dit à Horace que son plan d'assassinat a échoué, mais Horace refuse de le croire. Au lieu de cela, il pense qu'Allen ne peut pas infliger de blessure à Fenrir parce qu'ils n'ont pas d'épée sacrée.
Allen choque Horace en tailladant le monstre lorsqu'il court vers Allen. Avant qu'Allen ne puisse se retourner contre Horace, Horace disparaît. Allen porte une Noël endormie sur son dos et l'amène à une Lys inquiète qui est heureuse de les voir revenir vivants. Noël se réveille et fait une crise parce qu'Allen la porte sur son dos. Mylène est attachée à une chaise et Allen et les autres la regardent. Lisa dit que Mylène devrait pouvoir parler parce qu'elle a été libérée du contrôle de la subordination de Horace. Béatrice pense que Mylène devrait être emmenée à la capitale pour être jugée pour sa tentative sur la vie de Lys, mais Lisa ne pense pas que Mylène devrait être punie pour ce qu'elle n'a pas décidé de faire elle-même. Elle pense que Mylène pourrait avoir une famille à retrouver, et cela finit par faire parler Mylène. Mylène dit qu'elle n'a pas de famille parce que Horace les a tous brûlés. Noël se souvient quand elle était dans une telle situation et elle propose d'emmener Mylène chez elle, alors elle coupe la corde qui la lie. Mylène verse des larmes qui font se sentir mal Béatrice, mais Allen leur rappelle que c'est une raison d'être soulagée parce qu'un problème est résolu. Allen retourne dans la forêt pour trouver Horace, qui pense s'être éloigné suffisamment d'Allen tout en se demandant qui est Allen. Un démon tue Horace et quand Allen arrive, il est trop tard. Le démon rapporte à Craig et Brett qu'il a tué Horace avant qu'ils ne puissent divulguer des informations. Brett dit que les démons ne sont même pas si forts parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est apporter la tête du général. Le démon regarde Brett dangereusement et promet de tuer l'elfe et la sainte. Brett dit à son père de lui laisser l'archevêque et de s'occuper du héros. Lisa rêve de l'attaque qui a eu lieu il y a des années, impliquant elle et son oncle. Dans le rêve, ils roulent tranquillement dans une calèche quand des monstres les attaquent soudainement. La calèche se renverse et Lisa crie tandis que son oncle sort rapidement pour poignarder la bête. En repoussant le monstre, l'oncle de Lisa est transpercé par ses griffes et tombe dans la rivière en contrebas tandis que Lisa reste allongée dans la calèche stupéfaite. Alors que son voyage continue, Allen, le héros paresseux, arrive dans un village paisible avec Lisa et Béatrice où les villageois préparent un festival. Allen se renseigne davantage sur le festival et un villageois lui dit qu'il s'appelle le Festival des Esprits Retournants où ils accueillent les esprits des ancêtres défunts. Béatrice se demande quel genre de festival c'est et un autre villageois mentionne que c'est un festival unique où ils portent des costumes et dansent autour. Lisa demande la raison principale de leur présence, mentionnant spécifiquement un homme en armure d'argent qui a été vu dans le village. Les villageois l'informent qu'ils n'ont vu personne correspondant à cette description et s'excusent de ne pas pouvoir aider. Allen regarde, apparemment remarquant quelque chose d'étrange dans le village. Il voit quelqu'un qu'il semble avoir reconnu et se remémore sa conversation avec le reste du groupe. Après n'avoir obtenu aucun indice ce jour-là, Mylène revient pour informer les autres, tandis que Noël leur parle d'un fantôme qui viendrait dans un village vêtu d'une armure argentée et traverserait le cimetière nuit après nuit. Béatrice devient effrayée, ce qui pousse les autres à la regarder. Mylène et Noël s'approchent d'elle et elle commence à se disputer avec elle pour prouver qu'elle n'a pas peur des fantômes. Allen décide alors qu'il devrait enquêter sur ce qui se passe dans ce village. En repensant à la conversation, Allen et les deux autres décident de vérifier le cimetière du village. En arrivant, Béatrice crie lorsqu'ils entendent une brindille se casser derrière eux. Mais ce n'est qu'un des villageois. Il les emmène chez le chef du village pour obtenir plus d'informations sur ce qu'ils recherchent, disant que personne n'est plus informé. Le villageois dit à Allen qu'il ne fait que passer par le cimetière après qu'Allen l'ait interrogé sur ses activités là-bas. Il le remercie et il s'en va. Le chef du village réfute les rumeurs et leur dit qu'il n'a rien entendu ni vu de tel. Il leur offre un abri pour la nuit et les invite à leur festival, ce qu'Allen accepte. Dans la maison, Lisa fait un autre rêve à propos de son oncle. Dans ce rêve, qui ressemble plus à un souvenir, Lisa court avec excitation vers son oncle, l'appelant son père. Il la corrige, mais elle lui dit qu'il est comme un père pour elle et qu'elle aime avoir deux pères. Son oncle lui a dit qu'il partirait un moment et est juste venu dire bonjour. Il lui donne un conseil d'adieu, lui disant de croire les gens dans chaque situation car c'est essentiel. Elle est réveillée dans le même rêve et conduite par une apparition de son oncle au cimetière où les morts vivants l'attaquent. Lisa crie dans son sommeil et Allen la réveille. Encore sous le choc, elle s'accroche à lui un moment. Le festival commence et tous les villageois s'habillent de capes et de masques, dansant autour d'un feu. Allen et son groupe se tiennent à distance, les observant tandis que Béatrice ajoute que la façon dont ils célèbrent les morts n'est pas acceptable dans le royaume. Allen lui dit qu'elle peut l'arrêter, mais elle dit qu'il ne cause pas de mal. Allen continue d'observer les villageois et bien qu'il semble naturel, il n'est toujours pas rassuré à leur sujet. Le villageois de tout à l'heure vient et les invite à se joindre à la danse. Béatrice et Allen acceptent tandis que Lisa reste pour se reposer. Alors qu'elle est debout, Lisa est appelée par son oncle derrière elle. Il s'éloigne et Lisa le poursuit dans les bois, passant devant une foule de villageois portant des masques. Essoufflée, Lisa finit par le rejoindre et il lui demande pourquoi elle est là toute seule. Mais elle lui dit qu'elle est en sécurité tant qu'il est là. Lisa lui raconte comment ils l'ont cherché depuis l'accident. Il lui explique ensuite comment il a survécu et ressenti de la rancœur envers la famille royale, ce qui fait halter Lysée. Son oncle lui dévoile tous les plans que le roi a pour elle et pour les autres dotés de dons innés, qu'il appelle marionnettes des êtres suprêmes, et il l'invite à vaincre le roi avec lui. Elle, qui est la sainte, est aussi une cible du roi. Lisa le croit, mais lui dit qu'elle pense que s'ils parlent, ils peuvent parvenir à un accord. Et c'est alors que son oncle, qui avait initialement dit qu'il voulait la sauver, lève son épée pour la frapper, mais Allen arrive à temps pour la sauver. Il mentionne qu'il les observe depuis un moment
Allen brise le sort jeté sur l'oncle de Lisa par le démon du roi, leur expliquant qu'il est déjà mort et pourquoi il a décidé de quitter sa position de second du roi. Son oncle demande alors à Allen de prendre soin d'elle parce qu'elle est la seule qui compte pour lui et qu'elle peut parfois être imprudente. Une autre demande qu'il fasse et pour Allen de s'entraîner avec lui, et il accepte. Pendant qu'il s'entraîne, Lys se souvient comment il a promis de la protéger jusqu'à ce qu'un autre vienne, et il explique que c'est cette nuit-là que les morts peuvent revenir à la vie. Alors que la pluie commence à tomber, l'oncle de Lisa quitte le monde des vivants, disant à Lisa qu'elle est vraiment sa fille. Il lui dit de trouver le bonheur, et elle pleure en pensant à quel point elle a été bénie. Plus tard dans la nuit, Allen se tient sur un toit et observe le village. Le chef du village l'approche et lui demande quand il a remarqué la chose étrange à propos de la ville, et il lui dit qu'il l'a su dès le début. Il savait que les villageois étaient morts et que le chef du village les contrôlait. Il lui demande pourquoi il n'a pas réagi, sachant que le chef du village était un démon. Et Allen lui dit que tous les démons n'étaient pas mauvais. Le chef du village invoque alors une foule de morts vivants pour attaquer Allen, mais il les vainc d'un seul coup et prend le joyau du démon. Le démon fait son rapport au roi, et Brett est en colère que Lys se soit échappée, mais Craig lui dit qu'au moins ils ont la tête de l'archevêque. Leur trajet en calèche continue, et Béatrice promet un soutien indéfectible à Lisa, tandis qu'Allen observe le joyau. Il se demande quel pouvoir y réside, et pense à Brett. Juste à ce moment-là, un message arrive pour Lisa disant que le général Cyril est de retour, et ils s'exclament tous. Brett, le frère cadet d'Allen, est hanté par ses insécurités d'être un échec. Dans son rêve, nous pouvons voir le jour où la mère de Brett est enterrée et comment Allen reste à ses côtés. Brett raconte et ajoute que c'est à partir de ce jour-là que son père commence à le regarder avec mépris et pitié. Il surprend des ouvriers parler de son frère de manière plus favorable que lui et devient jaloux, au point que la prochaine fois que son frère lui tend la main, il la rejette. Il raconte qu'il est content qu'Allen ne soit plus là pour que son père puisse le comparer à lui. Il se réveille en sursaut du rêve après avoir été traité d'échec par son père. Brett va saluer son père, qui rit et lui dit qu'il est temps de commencer leur vengeance. Brett s'incline et pense que lui seul est digne de régner sur le royaume. La ville est en effervescence avec des rumeurs sur le général Cyril, qui est supposé mort, mais qui est réapparu. Le capitaine Edward et Clark se promènent et parlent de la situation. Il lui dit que la rumeur se répand beaucoup trop vite et demande au capitaine ce qu'il pense du problème, en lui demandant s'il pense que le général est un imposteur. Edward dit à Clark de ne pas se perdre dans les détails, car peu importe qui est le général, cela ne change pas ce que le premier escadron de chevaliers doit faire. Il lui dit qu'ils protégeront le royaume de quiconque choisit de lui nuire, ce que Cyril a toujours fait. Clark est d'accord, et alors qu'ils traversent une ruelle, l'archevêque apparaît et emmène Edward pour l'informer de quelque chose que lui seul peut savoir. Clark est inquiet, mais Edward le rassure. L'archevêque emmène Edward au terrain d'entraînement et le laisse là. Puis, très vite, il est attaqué par derrière par Craig. Edward lui dit qu'il est le seul avec qui il peut s'entraîner sans échanger de politesse. Il ajoute aussi qu'ils ne se sont pas vus depuis le jour de l'enterrement, et c'est alors que Craig sourit et lui dit que l'archevêque leur appartient déjà. Alors qu'ils continuent à croiser le fer, Edward lui demande ce qu'il veut dire, mais Craig lui dit que leur combat lui rappelle leurs entraînements ensemble, mais qu'il n'a plus besoin de ce monde. Dans la calèche, l'échec, Brett est plongé dans ses pensées. Il se souvient du jour de l'enterrement quand il était avec son frère, et aussi quand il lui a demandé s'il était un échec. Allen lui dit qu'il n'y a aucune valeur dans le jugement arbitraire des gens, mais Brett ne le croit pas et s'enfuit en pleurant. Leur père le reconnaît enfin parce qu'il a progressé plus vite, mais il traite toujours Allen d'échec, ce qui rend Brett furieux plus tard. Allen lui dit qu'il est heureux que Brett ait été récompensé pour son travail acharné. Brett devient plus en colère et lui dit qu'il n'est pas apte à hériter de la maison Westfeld. Allen lui dit qu'il a raison et qu'il croit qu'il peut gouverner, mais il est interrompu lorsqu'il commence à parler de ce qui se passera s'il entre dans la mauvaise partie. Brett se demande pourquoi il se souvient des événements, et c'est alors qu'un démon apparaît pour le mettre à jour sur l'avancement de leur plan. Le démon lui demande comment se passe son côté, et il lui dit qu'ils ont utilisé l'archevêque pour attirer Edward, dont le don peut annuler d'autres dons dans un rayon carré. Le démon s'inquiète que les dons d'Edward puissent poser problème, mais Brett le rassure en disant que son père s'en occupe, et que si le pire arrive, il s'en chargera. Un autre démon apparaît et fait un rapport, et Brett est choqué lorsque le démon lui dit qu'il a échoué jusqu'à présent, donc ils vont lui prêter certains de leurs pouvoirs pour qu'il ne gâche pas tout. Ils disparaissent, et Brett décide de ne pas être un bon à rien comme Allen. Akira et Sarah se promènent dans le village, et bien que Sari ait peur, Akira la rassure en lui disant qu'elle l'emmènera bientôt dans un endroit sûr. Ils arrivent dans un endroit sombre et calme, et sont bientôt attaqués par des démons. Les démons se vantent de l'attaquer, et Akira leur dit qu'ils ne peuvent rien faire, pas même avec Sarah là. Un des démons rit et l'informe des sceaux plantés dans tous les villageois afin qu'ils puissent les déclencher maintenant, les faisant exploser tous les deux. Il lui donne le choix de fuir et laisser Sarah, ou rester et mourir. Sarah pousse Akira pour qu'elle s'enfuit, mais elle refuse et revient la serrer contre elle alors que le démon les attaque. Clark et les autres chevaliers marchent et il leur dit qu'il s'inquiète pour Edward. Puis un démon apparaît et les chevaliers s'apprêtent à frapper, mais il les informe qu'il veut seulement leur dire la vérité sur ce monde. Lors d'un rassemblement de tous les villageois, Brett contrôle le capitaine. L'archevêque et le capitaine leur disent donc qu'ils ont été trompés par les êtres suprêmes parce que les dons n'étaient pas des bénédictions. Ils ajoutent qu'ils ont été utilisés comme des marionnettes par les êtres suprêmes
suprêmes et que la seule façon d'en être libéré est de renoncer à leurs dons. Juste à ce moment-là, Brett arrive et s'adresse à la foule. Il leur montre un monstre qui peut les aider à vaincre les êtres suprêmes et leur dit qu'avec ses pouvoirs, la foule murmure en assimilant cela et quelqu'un demande ce qui se passera quand Brett mourra. Comme s'il les avait entendus, Brett révèle à la stupéfaction générale que les démons sont aussi de leur côté, donc ils devraient mener une vie sans dons. Ils continuent d'exciter la foule et tandis qu'ils acclament, ils se délectent de la gloire de leur louange. Le combat entre Craig et Edward continue, mais Craig n'est pas à la hauteur à cause de son niveau. Pendant ce temps, Clark et les chevaliers se préparent à attaquer le démon, disant qu'ils protégeront le royaume à tout prix. Le démon disparaît et tue certains des chevaliers. Il blesse Clark, qui ne recule pas beaucoup, à la surprise du démon. Le démon le traite d'imbécile et s'apprête à attaquer lorsque Béatrice vient aider. Le combat entre Edward et Craig continue, et Edward est sur le point d'être maîtrisé quand Akira apparaît, déguisée dans une cape portée par les démons. Elle se révèle à la stupéfaction de Craig. Un flashback montre Sarah et Akira protégés par une force qui avait été mise en place par Allen, réécrivant précédemment le sceau. Akira est d'abord choqué par tout ce qu'Allen sait. Brett est toujours avec les gens, les excitant et imaginant le monde entre ses mains, quand il entend une voix lui demander s'il s'amuse. Il regarde dans la foule et voit Allen. Il a l'aide de surprise et se demande ce que l'échec inutile fait là. Allen tient une pierre qui révèle la conversation en cours entre Béatrice et le démon, sur le point de la tuer, elle et les autres chevaliers. Cette conversation est suffisamment forte pour que toute la foule des villageois l'entende, et Béatrice pose des questions, sachant pertinemment les réponses que le démon donnera. Le démon révèle le plan sur lequel lui et la famille Westfeldt travaillaient, et dit qu'il va le leur dire car ils mourront de toute façon. À son insu, Mylen s'est caché avec un sort de disparition et communique la conversation à Allen avec la deuxième pierre. Le démon révèle qu'il prévoit de tuer le général et la princesse parce qu'ils ne feront qu'inciter les gens à utiliser leurs dons. Et Brett se met en colère, disant qu'Allen gâche son plan. La foule de villageois entend le mot discours et pousse un cri de surprise si ce qu'ils viennent d'entendre pouvait être confirmé. Brett demande avec colère à Allen d'arrêter ce qu'il fait, mais les gens commencent à interroger Liz pour savoir si elle était visée, et elle le confirme. Elle leur dit que le monstre que Brett leur a montré plus tôt était le type de monstre qui l'a attaqué. Les gens assimilent cette information avec choc, et Brett se met en colère et commence à rire comme un fou parce que son plan a été découvert. Il essaie d'utiliser une marionnette pour contrôler des chevaliers afin d'attaquer Allen, mais Allen les libère du sort, libérant également Edward et l'archevêque dans le processus. La colère de Brett fait réagir le monstre, attaquant les villageois. Sacré, disant à tout le monde de se mettre à l'abri, tandis qu'Allen pense que bien qu'il ait fait de son mieux avec Brett, il l'arrêtera quand même. Brett essaie à nouveau d'utiliser la marionnette sur lui, et il le fait tomber et le frappe. Liz emmène un garçon en pleurs et demande à Allen si cela ne sera pas douloureux pour lui d'arrêter Brett. Allen sourit et se souvient des fois où son père l'a traité d'échec. Il pense que même s'il est un échec, il ira bien. La bataille entre le démon et Béatrice continue, et Mylen l'aide à se cacher avec ses pouvoirs. Quand le démon remarque qu'ils sont plus forts que lui, maintenant que Mylen est de leur côté, il veut disparaître, mais il le frappe tous les deux avant qu'ils ne puissent partir et il s'évanouit dans l'oubli. Clark s'agenouille et remercie Béatrice pour son aide et est sur le point de lui poser des questions, mais elle lui dit qu'ils n'ont pas le temps car la capitale est en proie à une dévastation causée par ces démons, et ils sèment le chaos dans toutes les sections de la capitale. Clark et ses chevaliers prêtent allégeance à Béatrice et promettent de lui apporter toute l'aide dont elle aura besoin. Juste à ce moment-là, Noël entre avec de nombreuses armes, leur disant qu'ils ne peuvent pas se battre dans un état déplorable. Le vice-capitaine remercie encore Béatrice pour son aide, et Noël sourit en pensant à quel point les plans d'Allen sont bien pensés. Le combat entre Kira, Edward et Craig continue, et Craig commence à dégager tellement de puissance. Cela semble mauvais pour Akira et Edward, car ils semblent connaître leurs mouvements avant qu'ils ne les fassent. Edward dit à Akira que le don de Craig est celui d'un fossoyeur, ce qui signifie qu'il peut percevoir l'avenir. Edward dit à Craig qu'il ne devrait pas agir ainsi, car ce n'est pas ce que Marielle, sa femme, aurait voulu. En entendant son nom, il commence à leur raconter à quel point il se sentait impuissant parce qu'il continuait à pressentir sa mort sans pouvoir rien faire. Il commence à pleurer du sang, disant que la vie de Marielle était comme un pion pour les êtres suprêmes parce qu'elle était destinée à donner naissance à un héros, mais elle a donné naissance à Allen, un échec. Alors, pourquoi est-elle morte? À cause de sa colère, il veut que tous les dons du monde disparaissent. Akira lui dit de lâcher prise, mais il n'écoute pas et semble échanger sa rage contre plus de pouvoir. Ils s'attaquent en même temps et leurs pouvoirs semblent être égaux. Akira est projeté contre le mur. Edward est choqué que le pouvoir de Craig vienne des démons et lui demande d'arrêter, sinon il ne sera plus lui-même. Craig le frappe et Edward a un aperçu de la rage, de la douleur et du chagrin que ressent Craig et essaie de le raisonner. Il s'excuse pour ce que ressent Craig et pense qu'il s'est calmé. Edward s'approche de lui mais se fait poignarder. Akira est sous le choc et lui demande pourquoi il l'a tué alors qu'il ne se préoccupait que de lui jusqu'à la fin. Craig s'en moque et attaque Akira, sauvé à temps par Allen. Allen s'excuse d'être en retard et Craig rit, se demandant pourquoi Allen, de toutes les personnes, se montrerait. Allen lui dit qu'il n'est pas content d'être là non plus, mais Craig lui dit qu'il n'est qu'un échec et le frappe. Allen se protège du coup, à la surprise de Craig, et se demande qui est Allen.
Allen sourit et lui dit sarcastiquement qu'il est un échec. Il continue en disant que bien qu'il soit un échec, il y a certaines personnes qu'il ne peut tout simplement pas négliger parce que même sa mère n'aurait pas voulu cela. Craig se met en colère et demande à Allen de ne pas parler de Marielle alors qu'il se vante. Allen est frappé et est transporté dans une mer profonde où il a accès aux souvenirs de son père et à toute la douleur qu'il a ressentie lorsque Marielle est morte. Il réalise qu'il n'avait aucune idée de combien Craig aimait sa mère et à quel point il ne l'avait pas vu ou avait choisi de ne pas le voir. La faiblesse d'une personne obscurcissant ses pensées est une douleur qu'il connaît trop bien et il a choisi d'éviter de s'impliquer, mais il existe encore ceux qui croient en lui dans ce monde. Il utilise toute sa force pour sortir de cet endroit et se vanter de Craig, qui libère toute son énergie dans le ciel, provoquant une profonde obscurité sur tout le royaume. Lissy dit à tout le monde de rester calme et qu'Allen va contrôler la situation. Akira dit à Allen que la situation semble dépasser les capacités humaines, mais il lui dit qu'il doit arrêter Craig. Il s'approche et le frappe, puis rencontre une lumière violette en mouvement. Il réalise que son père n'était pas ainsi à cause de son échec, mais qu'il a été prisonnier de la rage parce qu'il se sentait trahi par les êtres suprêmes. Il poignarde la lumière en mouvement et libère la rage alors qu'un papillon apparaît et touche Craig qui se brise en morceaux en traitant Allen d'échec. Il pleure et appelle le nom de Marielle en se brisant. Allen s'agenouille devant le roi qui lui offre le poste de duc de Westfeld en raison de ses services. Allen sourit et refuse le poste. Plus tard, l'assistant du roi lui demande s'il est sûr de sa décision et il lui dit qu'il sait qu'Allen refusera le poste. Il a beaucoup entendu parler de lui par Lysa et de la façon dont il l'a protégé. Il dit que c'est le plus grand honneur qu'il puisse accorder. Quelque part dans le royaume, Allen dit à Mylène et Noël qu'il vient à Granholm et Lysa les rejoint. Elle leur dit qu'on lui a confié la responsabilité de Westfeld et qu'elle aimerait venir avec eux. Il lui demande où se trouve Béatrice et elle leur dit que Béatrice supplie le roi de la laisser suivre Lysa et connaissant Béatrice, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Allen les regarde et pense que même s'il est un échec, il y a encore des gens qui ont besoin de lui dans ce monde. Et il sourit alors que Noël annonce qu'ils sont sur le point de partir. Lysa le tire dans la calèche et ils partent. Elle commence à parler de la grandeur du royaume pour avoir donné une si grande récompense. Une fille est assise dans sa chambre et regarde la vie d'Allen, souriant et disant qu'il ne peut s'empêcher d'être un héros. Allen se réveille après un rêve nostalgique où quelqu'un pleurait sur son corps pour sa mort prématurée et demandait ce qu'il souhaitait. Il quitte sa chambre et se rend dans la salle à manger où Lysa lui dit que le repas est prêt. Il demande après Noël et Mylène, mais Lysa dit qu'elle ne les a pas vus. Presque immédiatement, les dames entrent dans la pièce, mais Noël est à moitié habillé et cela fait tomber les assiettes des mains de Lysa. Allen demande à Noël de mettre des vêtements, mais elle lui rappelle qu'il a vu pire. Pendant le petit déjeuner, Noël rappelle à Allen qu'il est censé tester sa nouvelle épée aujourd'hui. Mais cela surprend Lysa car Allen a aussi dit qu'il aiderait avec ses devoirs du co. Ne voulant pas être laissé de côté, Mylène rappelle à Allen qu'il a promis de faire une sieste avec elle. Pour aggraver les choses, un employé de la guilde arrive avec une tonne de tâches. D'une manière ou d'une autre, Allen les termine tous. Plus tard dans la journée, Allen dit aux filles qu'il veut voyager vers l'Empire Victor parce que cela semble amusant. Sans être invitée, l'elfe nerveuse commence à rêvasser comme une idiote des belles compétences naines dont elle a entendu parler dans l'Empire. Noël déclare qu'elle ira avec Allen et Mylène dit la même chose, même si Allen n'est pas tout à fait ravie qu'elle veuille l'accompagner. Lysa pense que le travail au duché la retiendra. Le chariot est prêt à partir et Lise crie à Béatrice, les larmes aux yeux, de veiller sur le duché pendant son absence. Béatrice court après le chariot alors qu'il avance et elle tombe en appelant le nom de Lise. Noël demande à Lysa si quitter le duché est une bonne idée, mais Lysa pense que puisque la maison de Westfeld est chargée de s'occuper des frontières et qu'il y a eu des problèmes internes à l'Empire. Connaître les problèmes internes de l'Empire est également important. Noël demande pourquoi Lysa n'a pas emmené Béatrice. Et elle dit que Béatrice croit qu'Allen fera un meilleur travail pour protéger Lise. Lysa et Noël veulent tellement dormir dans le chariot en mouvement, mais trouvent cela difficile à cause de la route chaoteuse. Cependant, Mylène dort comme un nouveau-né malgré les secousses. Soudain, Allen arrête le chariot, réveillant même Mylène. Les filles demandent à Allen ce qui ne va pas, et il pointe les loups des sables sur la montagne. Les filles m'ont entendu dire qu'ils sont des faucheurs du désert, et elles se demandent comment elles vont passer maintenant. Allen dissipe leurs inquiétudes en sautant et en tuant tous les loups d'un seul coup d'épée chacun, puis il retourne au wagon. Les filles ne sont pas surprises, mais Allen s'inquiète de la façon dont les loups ont pu rester dans un tel endroit. Il pense que quelqu'un manipule les choses. À l'intérieur de la ville, le groupe est étonné de voir à quel point les choses sont animées, même si l'endroit est loin de la capitale impériale, mais Mylène dit que l'Empire est comme ça. Allen regarde autour de lui et Lysa remarque son attitude. Elle demande ce qui ne va pas et Allen dit qu'il trouve la ville intimidante parce qu'il y a trop de gardes. Allen frappe par erreur quelqu'un et est surpris de découvrir qu'il s'agit d'Henriette Marquise Lindqvist. Il demande pourquoi quelqu'un comme elle rôde en ville, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lysa reconnaît aussi Henriette.
et les deux se saluent. Henriette en profite pour dire au groupe de retourner dans leur royaume parce que l'Empire est en train de couver des braises qui pourraient s'enflammer et bouleverser le pays. Les filles ne sont pas trop enclines à partir et Allen prétend qu'il est un vagabond sans abri, bien méritant pour un héros qui ne veut pas être utile. Henriette leur dit que les chevaliers du Loup Noir sont en liberté et que personne ne devrait avoir affaire à eux. Après avoir partagé cette nouvelle importante, elle s'enfuit et Allen la poursuit, disant aux dames de continuer la visite pendant qu'il part. Mais les dames décident de compter le nombre de vaches qui passent devant elle à la place. Allen rattrape Henriette et lui demande si elle l'a avertie en tant que fille de la marquise ou en tant qu'ancienne disciple des seigneurs suprêmes. Henriette affirme qu'elle était seulement son ancienne disciple des seigneurs suprêmes et maintenant elle est la fille de la marquise, même si elle a encore certains de ses pouvoirs de sa vie précédente. Allen décide de croire qu'Henriette l'a averti parce qu'elle s'inquiète pour lui et il accepte de retourner au royaume. Allen se précipite pour rejoindre les dames le plus vite possible, mais il y a une explosion au milieu de la ville et un homme avec un poignard dans les mains s'enfuit des gardes en direction d'Allen. Allen s'arrête devant l'homme et se demande pourquoi il est toujours attiré par les ennuis. L'homme sort son poignard contre Allen et Allen le frappe à main nue, faisant tomber l'homme. Allen sait qu'il ne peut pas livrer l'homme au chevalier comme ça parce que cela soulèverait beaucoup de questions. Mais avant qu'il puisse décider quoi faire, un démon tue l'homme. Le capitaine des chevaliers surprend Allen sur les lieux et lui demande comment il a réussi à tuer l'homme sans utiliser de dons ou d'armes. Allen se demande comment la capitaine sait qu'il n'a pas utilisé de don, et elle dit que son don est la capacité de voir le don que les autres ont utilisé. Allen affirme qu'il n'est pas un démon, et la capitaine ne le croit pas. Les choses deviennent difficiles pour Allen, car il sait qu'il ne peut pas combattre et vaincre la capitaine, et il ne peut pas s'enfuir non plus. Heureusement, quand la capitaine est sur le point de saisir Allen, il disparaît. Le capitaine dit que le garde devrait verrouiller les frontières. Allen remercie Mylène de l'avoir sauvé, et demande des nouvelles des autres, et comment Mylène savait qu'elle devait venir le sauver. Henrietta crie le nom d'Allen de loin, et demande pourquoi il a causé des problèmes après qu'elle lui ait dit de ne pas le faire. Elle explique comment elle a rencontré les filles après qu'elles aient compté leur 20e vache en attendant Allen et fait une demande pour utiliser le pouvoir de Mylène, ce qui est comment elles ont sauvé Allen. Allen dit qu'ils devraient retourner dans leur ville, mais comme les frontières ont été fermées, Henrietta les emmène chez elle. Chez Henrietta, Allen rencontre le majordome qui travaillait à la maison de Westfeld, et il dit qu'Henrietta les a accueillis chez elle après qu'ils aient quitté Westfeld en signe de protestation. Henrietta empêche Silas, le majordome, de parler, et ils entrent dans la maison où Henrietta dit qu'elle vit seule parce que ses parents sont morts. Allen demande des informations sur ce qui ne va pas dans l'Empire, et Henrietta explique que l'empereur est mort il y a environ un an. Lisa pense que c'est pour cela que l'Empire n'a pas aidé quand le royaume était en difficulté, et Henriette dit qu'elle a partagé l'information parce qu'elle a confiance qu'ils ne sont pas bavards. Henriette visite la chambre d'Allen, et Allen demande si la mort de l'empereur est l'œuvre de démons. Henriette croit que seuls 2 d'entre eux, ou des démons, auraient pu tuer des démons de manière aussi silencieuse. Allen demande depuis combien de temps Henriette l'observe, car sinon elle n'aurait pas pu être là pour sauver Silas, et aussi le rencontrer au moment où il est entré dans l'Empire. Henriette refuse de reconnaître qu'elle a observé Allen, et elle quitte la pièce. À l'extérieur de la pièce, Henriette réfléchit à son bonheur de voir Allen sourire. Elle sait qu'il a été blessé par les mots et les actions des gens quand il était un héros, c'est pourquoi elle s'est inquiétée et s'est réincarnée dans le monde avec lui. Elle veut qu'il soit heureux dans cette vie, mais elle est un peu triste de ne pas être celle qui le rend heureux. Noël se lamente sur l'ennui qu'elle ressent dans la maison d'Henriette et exprime son souhait de voir les meilleures lames de l'Empire et les ateliers nains. Henriette dit qu'il sera impossible pour quiconque de sortir parce que la ville est sous la garde la plus stricte et qu'il n'y a rien à voir pour Noël. Cette réponse pousse Noël à commencer à brandir une épée imaginaire comme une folle obsédée et Lise est prise de panique. Pour résoudre le problème, Allen rappelle à Henriette que les chevaliers le cherchent lui, pas tout le monde, ce qui signifie que Noël devrait pouvoir quitter le manoir. Henriette n'a pas d'autre choix que d'accepter et Noël est ravi de pouvoir enfin sortir. Noël et Mylène passent un bon moment à se promener dans la ville, visitant des forges et manger de la nourriture de stand en stand. Après une courte pause au milieu de la ville, Noël remercie Mylène de l'avoir suivi, et Mylène dit qu'elle est après tout la garde du corps de Noël. Noël remarque que beaucoup d'elfes la regardent depuis qu'elle est entrée dans la ville, et elle demande à Mylène si c'est parce qu'elle est si mignonne. Noël se demande comment réagir si l'un des elfes l'aborde, mais Mylène ne laisse même pas les elfes s'approcher de Noël. De retour à la maison, Noël félicite Mylène de l'avoir sauvée après avoir partagé son épreuve avec les autres. Allen est un peu inquiet, mais Noël dit que cela ne la dérange pas parce que ses elfes l'ont probablement approchée parce qu'elle est mignonne. Henrietta dit à Noël que les elfes l'ont approchée pour une autre raison, et elle se propose de les emmener tous dans la forêt elfique. Henriette les emmène à l'extérieur du manoir et utilise sa magie pour les transporter dans une autre dimension. Elle explique que la forêt elfique était cachée des intrus et que quiconque en sort perd ses souvenirs sans exception. Noël se demande si c'est pour cela qu'elle ne se souvient de rien de sa vie passée. Allen demande à Henriette si elle est impliquée dans la dissimulation de la forêt elfique, et elle dit qu'elle a fait un peu ici et là. Le groupe n'a guère avancé dans la forêt quand ils sont soudainement entourés par de nombreux elfes, les effrayant. Allen dit à tout le monde de rester calme, car les elfes ne veulent
pas de mal. Henriette ajoute qu'ils agissent tous ainsi parce que Noël se souvient que l'homme démon qui les a attaqués au village l'a mentionné, et Henriette explique que seules les personnes de la famille royale possèdent ce don. Le régent du souverain dans la forêt se présente comme Percival, après que tous les elfes se soient agenouillés et aient appelé Noël leur suzeraine. Noël est surprise, mais Percival dit qu'ils ne sont pas pressés et qu'ils seraient heureux de faire visiter la forêt à Noël d'abord. Alors qu'ils marchent à travers la forêt, Allen dit que les elfes sont aussi insouciants qu'il l'avait entendu. Et Mylène ne veut rien d'autre que dormir à ce moment-là. Noël exprime sa surprise de voir des meubles dans la forêt, et quand Percival mentionne Henriette, Henriette le fait taire. Des enfants courent vers Noël et lui donnent des fruits, promettant de lui offrir quelque chose d'encore mieux le lendemain. Percival leur demande de partir car il est occupé à montrer la forêt à leur souveraine. Et Noël corrige rapidement Percival sur la façon de l'appeler. Un jeune garçon nommé Philippe sort de derrière un arbre selon les ordres de Percival, et Percival ne lui permet pas de parler à Noël parce qu'il appelait les petits enfants d'avant des méchants. Cette scène inquiète Noël. Deux chevaliers, Oswald et Lisette, se rencontrent derrière une maison la nuit, et Lisette demande à Oswald s'il a trouvé l'entrée de la forêt elfique. Elle lui dit de ne pas gâcher leur plan, et une fois qu'ils ont fini de parler, ils se dispersent dans des directions différentes. Pendant le feu de camp la nuit, tandis que les elfes entourent Noël, Percival demande une chance de parler avec Allen. Il dit à Allen que les elfes ne peuvent pas vivre longtemps sans leur seigneur, car cela les empêche de grandir et d'avoir des enfants, ce qui signifie qu'ils font face à une mort lente. Il dit aussi à Allen qu'Henrietta a ramené l'espoir dans la forêt quand elle lui a dit qu'elle connaissait un royal perdu qui se trouvait être Noël. Après cela, Henriette leur a apporté différentes choses de différentes cultures et a permis aux elfes d'apprendre sur d'autres cultures et de gagner le courage de se déplacer en ville parmi d'autres personnes. Henriette a également aidé à protéger la forêt. Allen est heureux d'apprendre qu'Henriette n'a pas changé par rapport à la personne qu'il connaissait. Il demande à Percival si c'est aussi Henriette qui a présenté les enfants démons qui ont donné des fruits à Noël dans la forêt plus tôt. Percival est surpris de voir qu'Allen savait qui étaient ces enfants démons, mais il dit quand même à Allen qu'Henriette a amené les enfants il y a environ 3 ans et a demandé au village de les protéger. Allen dit que les elfes ont eu beaucoup de problèmes avec ça, mais ont fini par apprendre à l'accepter. Philippe regarde les enfants démons s'amuser autour du feu de camp et il fronce les sourcils avec colère. Plus tard dans la nuit, Lisa demande à Noël si elle va bien, et Noël dit que Lys doit être aveugle pour penser qu'elle a l'air bien. Mylène demande à Noël si elle est prête à devenir la dirigeante des elfes, mais Noël n'est pas sûr et a besoin de temps pour y réfléchir. Un peu plus tard, tout le monde sauf Noël se retire dans les chambres fournies par les elfes. Noël se demande ce qu'elle veut faire de sa vie, puisqu'elle a déjà exaucé le souhait de Vanessa. Et soudain, alors qu'elle sort sous le ciel nocturne, Noël réalise à quel point elle a été stupide, vivant sans but pour elle-même. Allen observe Noël depuis sa fenêtre, et Henriette rend visite à Allen dans sa chambre parce qu'il lui a lancé un regard étrange lorsque tout le monde partait pour leur chambre plus tôt. Il lui demande pourquoi elle a amené les enfants démons dans la forêt elfique, et Henriette explique que les démons ne sont pas une race distincte, car les humains avec une immense quantité de haine sont ceux qui deviennent des démons. Puisque les enfants démons naissent de parents démons, cela signifie qu'ils ne sont pas devenus démons de leur propre gré. Par conséquent, ils ne devraient pas être tués sans raison valable. Elle les a sauvés alors qu'ils allaient être tués et les a amenés dans la forêt elfique pour leur sécurité. Le lendemain, Noël et le reste du groupe sont en visite avec Percival. Henriette dit à Noël de ne pas trop s'inquiéter en pensant aux elfes, l'encourageant à prendre une décision qui lui convient, car les elfes commencent à apprendre à vivre sans dirigeant. Les enfants démons viennent avec des pierres spirituelles vers Noël, et Philippe jette les pierres, demandant aux enfants démons de partir, mais Percival avertit Philippe d'être prudent. Henriette rencontre Philippe là où il se cache en ville, et lui dit de ne pas être si méchant avec les enfants démons, car ils ne lui ont rien fait de mal et ne méritent pas d'être maltraités, car ils aiment le souverain autant que Philippe. Elle dit à Philippe de revenir bientôt dans la forêt, puis elle part. Philippe décide qu'il doit s'excuser, mais dès qu'il se lève, Oswald l'attrape et lui demande de lui montrer le chemin vers la forêt des elfes. Les elfes organisent un banquet devant Noël et les autres personnes avec elle. Mylène n'attend pas d'approbation avant de dévorer la nourriture comme une gloutonne sans abri. Les autres apprécient aussi la nourriture, mais Noël a du mal à manger car elle préfère la viande à ce qui est proposé. Henriette déclare son retour chez elle et laisse Percival, le régent, comme guide pour Allen et les dames. Percival essaie de convaincre Henriette de ne pas se préoccuper de l'elfe disparu, mais elle dit qu'elle essaiera de le trouver puisqu'elle doit aussi retourner à son manoir. Noël demande si c'est le petit garçon, Philippe, qui a quitté la forêt et n'est pas revenu, et Percival confirme ses soupçons. Henrietta cherche Philippe en ville. De retour parmi les elfes dans le village elfique, Allen mentionne que les elfes vivent une vie insouciante, mais Mylène pense que les elfes sont paresseux. Percival explique que les elfes sont programmés pour voir le monde différemment, parce qu'ils vivent plus longtemps que quiconque dans le monde. Allen demande comment ils mangent, et Percival lève les mains alors que des pommes tombent du ciel. Il explique en outre que la forêt partage ses richesses, donc la nourriture n'est pas un problème. En utilisant ses yeux, Allen voit que la forêt et les
les elfes se fondent, intriguant Percival. Cette découverte de paix et de tranquillité fait dire à Halen qu'il veut vivre dans la forêt. Percival dit que les gens ne peuvent pas vivre dans la forêt, et les filles demandent à propos des enfants démons qu'Henriette a amenés dans la forêt elfique. Percival dit que les enfants démons sont autorisés à rester seulement pour une courte période, et Halen demande à rester pour une courte période. Percival accepte. Et pour répondre à la question des filles, il leur dit qu'une courte période est d'environ 100 ans. La forêt dit à Percival qu'ils ont un visiteur, et la visite se termine. Halen leur demande de retourner dans leur chambre parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un de l'Empire les voie, puisque les chevaliers sont toujours à la recherche d'Halen. Mylène triche en jouant aux échecs avec Noël, en faisant tomber les pièces de Noël du plateau à chaque fois qu'elle joue. Lisa demande à Halen pourquoi il envisage de rester dans le village elfique, et il dit que c'est l'endroit le plus paisible qu'il ait vu depuis qu'il a commencé sa recherche. Lisa et Halen se disputent, et Mylène et Noël les regardent comme elles regarderaient un mari infidèle et une femme monstrueuse. Noël veut vivre dans la forêt pour décider si elle deviendra la suzeraine des elfes, et Mylène a juré de rester avec Noël où qu'elle soit. Lys annonce qu'elle restera aussi, mais elle est la seule qui ne peut pas rester à cause de son titre et du fait qu'elle doit veiller sur un duché. Cela fait monter les larmes aux yeux de Lys. De retour chez elle, Henriette rencontre Lisette Berwald, capitaine des Chevaliers du Loup Noir. Elle affirme que quelqu'un lui a dit que l'assassin qui a tué l'empereur se cache sous le toit d'Henriette. Mais quand Henriette lui demande qui le lui a dit, elle avoue qu'elle est venue chez Henriette par intuition, car Henriette est la seule capable de la sorcellerie qui a fait disparaître le suspect sans laisser de traces. La maison d'Henriette est fouillée et Lisette la menace avec la forêt elfique. Percival sort pour voir qu'un des Chevaliers du Loup Noir a utilisé Philippe pour trouver son chemin et accéder à la forêt elfique. Dès que Percival arrive, l'homme recrache le fruit de la forêt de sa bouche et se plaint que personne ne devrait manger une telle chose. Percival se souvient de l'avertissement d'Henriette lorsque le chevalier a demandé s'il était le chef de la forêt. Henriette lui avait dit de ne pas s'engager avec les chevaliers car trop d'autorité leur avait été accordée et il pouvait facilement causer des ennuis inutiles. Percival dit au chevalier qu'il est le régent du souverain elfe et lui demande d'exposer ses affaires. Le chevalier dit qu'il a entendu dire que le village elfique abrite un criminel et il veut que le criminel soit amené immédiatement. Les enfants démons arrivent en courant avec des fruits parce qu'ils remarquent qu'il y a un visiteur. Et cela rend trop tard pour Percival de cacher l'identité des enfants. Le chevalier utilise le pouvoir d'explosion et en même temps, Noël reçoit un coup de pouce des pierres spirituelles que les enfants démons lui ont donné plus tôt. Mylène part avec Noël quand Noël dit qu'attaquer des enfants est cruel. Mais Halen a un conflit dans son esprit pour savoir s'il doit y aller ou non, car il n'est plus un héros et il veut vivre une vie paisible. Dans sa vie passée, il n'aurait pas hésité, mais il se souvient aussi que cela n'en valait pas la peine non plus. Cependant, lorsque Lisa demande s'il ira aussi, Lisa et Halen courent après Noël et Mylène. Percival utilise ses pouvoirs pour sauver les enfants de l'explosion. Le chevalier félicite Percival pour ses efforts, mais il dit qu'il ne va nulle part parce que l'exécution des enfants démons est une affaire réglée, même s'ils n'ont rien fait de mal. Percival dit au chevalier de partir, et quand il ne se conforme pas, il dit aux enfants démons de se cacher. Cependant, le chevalier semble être plus intelligent car il fait exploser l'arbre derrière Percival, à la grande consternation de Percival. Le chevalier attrape les enfants démons, mais Philippe s'interpose, et il essaie de tuer Philippe, mais Noël lance un marteau sur la tête du chevalier. Percival et les enfants sont heureux de voir leur potentiel souverain, mais Noël se présente comme une forgeronne et Mylène comme sa vendeuse. Ils disent au chevalier à dents de scie de partir, mais à la place, il claque des doigts pour provoquer une explosion, et Mylène sauve Noël. Il y a un claquement de doigts continu et des mouvements précipités jusqu'à ce que Percival tire une épée de la forêt pour attaquer le chevalier. Cependant, le chevalier est beaucoup plus rapide que Percival. Le chevalier est sur le point de frapper Percival avec un coup final mais est arrêté par l'épée d'Halen. Halen utilise ses yeux pour désamorcer la mèche du chevalier, et le chevalier décide d'affronter Halen avec son épée. Mais Halen se transporte de l'avant du chevalier à son dos, confondant le chevalier. Halen demande pourquoi le chevalier a essayé de tuer les enfants démons, et le chevalier dit qu'il n'a pas besoin d'une raison valable pour tuer des démons. Le chevalier se retourne pour frapper Halen avec son épée, mais Halen saute et abat le chevalier à la place. Le chevalier tombe face contre terre. Lisa soigne les enfants et dit à Halen qu'elle est heureuse qu'il les ait sauvés du danger, car les enfants n'ont rien fait de mal puisqu'ils sont encore trop jeunes pour différencier le bien du mal. Halen remercie Lisa pour son commentaire. Mylène essaie de réveiller le chevalier, mais il est inconscient, ce qui rend difficile de l'interroger. Halen s'inquiète qu'Henriette n'aime pas ce qu'ils ont fait, et comme par hasard, Henriette apparaît dans la forêt. Mais Percival sauve Halen de la curiosité d'Henriette en lui disant qu'Halen a fait tout ce qu'il a fait pour les sauver. Henriette ne discute pas avec eux, mais les informe que les barrages sur les routes ont été levés, ce qui signifie qu'ils peuvent tous rentrer chez eux. Il est temps de partir, et Percival a du mal à laisser partir Noël parce qu'il espérait qu'elle resterait avec eux dans la forêt, même si elle ne devenait pas leur souveraine. Cependant, Noël pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit apprendre dans le monde, et elle sent qu'elle ne peut apprendre ces choses que si elle continue ses voyages avec Halen et son groupe. Le groupe dit au revoir au village elfique et aux enfants démons. D'autre part, Henriette est mise en garde à vue par Lisette en tant que suspecte du meurtre de l'empereur. Lisette ajoute, alors qu'elle quitte la maison d'Henriette en chariot, que cela complète leur accord. Le groupe a fini de charger les provisions nécessaires pour le voyage dans le chariot, mais Lisa n'a pas l'air très heureuse.
Et quand Allen lui demande quel est le problème, elle exprime sa tristesse du fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion de remercier Henriette et aussi de lui dire au revoir. Juste au moment où ils s'apprêtent à partir, un jeune homme court vers eux et leur demande de sauver sa sœur. Mais Allen hésite parce qu'ils ne veulent plus causer de problème. Cependant, l'homme se présente comme Curtis Linkst, révélant qu'il est le frère d'Henriette. Allen et les filles sont assis avec Curtis dans un pub et il leur explique qu'Henriette a été arrêtée par les chevaliers du Loup Noir sous l'accusation d'avoir assassiné l'empereur. Noël dit que c'est une fausse accusation et Curtis est d'accord, mais il dit aussi que, comme c'est probablement un plan des nobles et des factions, toutes les preuves seront ignorées. Il dit qu'il n'a pas le pouvoir d'aider Henriette, et comme ils sont également isolés au sein de la famille Linkst à cause de l'attitude d'Henriette, la famille n'aidera pas non plus. Cependant, Lisa se souvient qu'Henriette est enfant unique et que ses parents sont décédés. Allen demande à Curtis du temps pour réfléchir, et Curtis le supplie de sauver Henriette quoi qu'il en soit. Les filles rencontrent Allen alors qu'il est assis à l'arrière du chariot, et Lisa lui dit qu'elle trouve Curtis suspect parce qu'Henriette n'a pas de frère cadet et qu'elles ne l'ont jamais vu. Allen est d'accord avec Lisa, mais il lui dit aussi qu'Henriette a vraiment été mise en détention par les chevaliers du Loup Noir et qu'elle est en route vers la capitale impériale, lourdement gardée. Allen décide qu'ils doivent affronter la situation actuelle pour découvrir la vérité, même si c'est un piège. Henriette est intriguée par le fait qu'elle bénéficie d'un trajet confortable vers la capitale impériale, même avec les menottes au poignet. Henriette dit qu'elle devrait être mieux traitée, mais Lisette dit qu'elle doit garder un œil sur Henriette puisqu'elle est particulière et qu'ils ne veulent pas qu'elle s'échappe. Henriette demande si Allen et les autres sont en sécurité. Lisette dit qu'ils devraient être hors de la ville, Lorus, et proche de la frontière. Henriette s'assure que Lisette comprend qu'elle la tuerait s'il arrivait quelque chose à Allen et aux autres. Allen et les filles rencontrent Curtis, qui est content qu'il soit venu. Curtis les présente à son garde, Écoché, qui portait un casque, et il leur propose son carrosse pour se rendre à la capitale. À l'intérieur du carrosse, Lys et Noël communiquent par la pensée, mais ont des expressions tendues qui inquiètent Curtis. Lorsqu'il leur demande ce qui ne va pas, elles complimentent son carrosse au lieu d'exprimer leurs véritables sentiments. Tout à coup, l'idiot d'Allen pense qu'il est intelligent en demandant à Curtis s'il est vraiment le frère d'Henriette et comment il sait qu'ils sont les amis d'Henriette. Noël soutient rapidement les questions d'Allen, cherchant des réponses. Curtis avoue qu'il est d'une branche mineure de la famille Linkst et qu'Henriette est sa cousine. Il dit que lorsqu'il était plus jeune, Henriette était la seule à le défendre alors que les autres se moquaient de lui pour son manque de talent et de capacité. Cependant, ses parents l'ont éloigné d'Henriette parce qu'ils ne l'aimaient pas et il ne pouvait que la regarder de loin. C'est ainsi qu'il a appris à les connaître. Il observait Henriette quand elle les a rencontrés et quand Henriette a été emmenée par les chevaliers aussi, tout ce qu'il pouvait faire c'était regarder. Lisa réconforte Curtis et lui dit qu'il est fort de venir leur demander de l'aide. Curtis change de sujet et demande à Allen quelle est sa relation avec Henriette. Allen dit qu'ils sont juste amis, mais personne ne veut le croire, et Mylène demande même si Allen est marié à Henriette, ce qui pousse Lisa à crier et provoque une agitation dans le carrosse. Curtis est étonné qu'Henriette ait ce genre de personne comme amie. Plus tard dans la nuit, Henriette et Lisette sont les seuls piégés dans le wagon parce que Lisette veut suivre les ordres de ne pas quitter Henriette des yeux un instant. Henriette demande ce qui est arrivé au chevalier qui a attaqué la forêt elfique, et Lisette dit que le chevalier, Oswald, a été gracié parce que le meurtrier de l'empereur a été capturé. Cette réponse met Henriette en colère, mais elle se laisse réconforter par le fait qu'Allen est en sécurité. En arrivant dans une autre ville de l'Empire, Curtis, Allen et les filles ne peuvent pas aller plus loin car les portes de la ville sont soudainement verrouillées et les mouvements sont restreints. Curtis s'excuse de les avoir amenés dans un endroit qui a causé un blocage, mais Allen lui dit de ne pas se sentir coupable car ils se sont arrêtés pour réapprovisionner leurs fournitures. Allen et Lise conviennent de recueillir des informations sur la raison du blocage à la guilde des aventuriers, tandis que Mylène et Noël restent avec Curtis à l'hébergement parce que la présence d'elfes et d'Amazones n'est pas courante dans l'Empire. Lisa est contente d'être seule avec Allen. Allen et Lisa entrent dans la guilde avec des capuches pour se cacher. De retour au cottage, Curtis donne à Mylène et Noël une clé pour leur chambre, mais Noël demande si c'est vraiment sûr pour elle de rester là parce que les chevaliers pourraient les chercher. Curtis les assure que le cottage ne les trahira pas, et même s'ils le font, ils ont sa garde pour les protéger. Mylène interroge la garde, qui a toujours son armure et son casque, mais Noël l'arrête et elle quitte la pièce. Allen et Lissy ne parviennent pas à trouver d'informations utiles à la guilde, sauf que les chevaliers du Loup Noir recherchent un groupe de 6 personnes qui a quitté Lori. Allen, qui ne veut pas être utile, pense qu'il devrait retourner auprès des autres avant d'être découvert. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, un chevalier entre dans la guilde, ordonnant à tout le monde de rester immobile ou d'être abattu. Le chevalier annonce qu'il recherche un groupe de 6 personnes qui ont quitté Loris sans plus d'informations. Lorsque les aventuriers refusent de coopérer, elle leur dit qu'il y a une récompense de 100 pièces pour quiconque révèle des informations. Un des aventuriers pointe dans la direction d'Allen et Lisa, mais le duo a disparu. La chevalière se précipite dehors, poursuivant Allen et Lys qui s'enfuient. Elle leur dit de s'arrêter, mais Allen dit à Lys qu'ils n'ont pas à écouter puisqu'ils ne sont pas des aventuriers. La chevalière frappe un enfant au moment où Allen saute et disparaît avec Lissy dans ses bras. Mais parce que la chevalière veut aider l'enfant, elle arrête de poursuivre le duo.
Allen conseille de ne pas encore rejoindre les autres, maintenant qu'ils sont sûrs qu'ils sont ceux que les chevaliers recherchent. Cependant, ils entendent une explosion en provenance de la direction du cottage, et quand ils y arrivent, ils rencontrent Oswald sur un tas de décombres, tenant une Maylen et une Noël inconscientes dans ses bras, disant qu'il rendra l'appareil à Allen pour ce qu'il a fait dans la forêt elfique. Certains démons attaquent un village, et un petit garçon appelle à l'aide depuis une cabane où il se cache. Lorsqu'un démon est sur le point d'attaquer le petit garçon, le curieux imbécile, le héros, Allen, apparaît et poignarde le démon par derrière, le faisant tomber face contre terre devant le petit garçon. Allen sourit au garçon et lui tend la main pour l'aider. Sur la scène où Oswald tient les filles inconscientes, Lisa voit Curtis coincé sous des décombres, lui disant qu'il y a eu une explosion sortie de nulle part. Lisa tente d'aider Curtis, mais Oswald l'arrête et dit qu'elle ne devrait pas avoir d'idées étranges parce que la bataille est entre lui et Allen. Oswald fait face à Allen et lui demande pourquoi il est si calme alors que tout le monde autour de lui est en danger. Mais au lieu de montrer de la peur, Allen demande à Oswald de décider ce qui se passerait plus vite, Oswald étranglant les filles à mort ou Allen coupant la tête d'Oswald. Oswald est déconcerté par cette question et Allen profite de l'occasion pour frapper avec son épée et libérer la fille de l'emprise mortelle d'Oswald. Allen dit à Oswald d'arrêter de crier parce qu'il a des questions pour lui, mais Oswald rit à la place. Oswald dit qu'il a reconnu qu'il ne peut pas battre Allen, et pour le maîtriser, il lance le sort d'explosion sur tout le monde autour, ce qui signifie qu'il peut faire exploser tout le monde d'un claquement de doigts. Allen se souvient de l'enfant qu'il a sauvé des démons dans ce village, et comment il a rejeté l'aide d'Allen parce qu'il trouvait Allen effrayant. Allen se rappelle qu'il n'a pas besoin de sauver des gens qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'est plus un héros. Il réfléchit à ce sur quoi il doit se concentrer alors qu'un enfant lutte pour traîner sa sœur hors des décombres. Alors qu'Oswald claque des doigts, Allen prend le contrôle de la situation et il coupe la mèche qu'Oswald avait placée sur eux tous, en terminant avec le garçon qui essayait de sauver sa sœur plus tôt. Il sauve aussi la sœur du garçon. Oswald ne comprend pas pourquoi personne n'explose, mais Allen n'a pas le temps pour des explications. Il place son épée sur le cou d'Oswald et demande s'il a des derniers mots. Allen est sur le point de trancher le coup lorsqu'un des chevaliers, qui s'identifie comme la vice-capitaine des chevaliers du Loup Noir, Celia Bartillus, arrête Allen. Elle supplie Allen de retirer son épée car Oswald doit être puni par les chevaliers, pas par Allen. Après de nombreuses supplications de Celia et après avoir hésité un moment, Allen laisse tomber son épée. Lisa dit à Allen qu'elle a soigné les blessés et que l'interdiction de mouvement sur la ville a été levée. Allen et Lys se demandent pourquoi les interdictions ont été levées alors qu'ils n'ont pas été capturés. Ils se demandent aussi qui donne des ordres aux chevaliers puisque l'empereur est mort, mais ils n'ont pas de réponse concrète à ces questions. Dans les bois plus tard dans la nuit, Celia communique avec Lisette par hologramme et elle demande pourquoi ils ont levé l'interdiction alors que les coupables n'ont pas été attrapés, mais Lisette dit à Celia que cela ne la regarde pas. Celia demande la permission de Lisette pour en finir avec Oswald, mais Lisette dit à Celia de ne pas s'inquiéter parce que leur chef le fera lui-même puisque Oswald est le chien qui a trahi son maître. Juste sous les yeux des chevaliers, un démon dévore Oswald. Lisette confine Onred dans une chambre à son arrivée à la capitale. Onred demande à Lisette de rester avec elle pour réduire l'ennui, mais Lisette refuse, affirmant qu'elle a d'autres devoirs à accomplir et elle demande ce qu'elle peut obtenir pour Onred à la place. Onred dit qu'elle peut lui apporter quelques livres. Allen et les autres réalisent qu'ils ne peuvent pas entrer dans la capitale sans permis de voyage, et il est peu probable que quelqu'un leur donne le permis dont ils ont besoin. Maylen suggère qu'ils foncent directement à travers les portes, mais Allen lui dit d'abandonner cette idée. Comme une idiote, Lisa suggère qu'ils creusent un trou et contournent les portes, mais Allen révèle la folie de son idée en disant qu'ils peuvent sortir au milieu des chevaliers de l'autre côté. Cependant, Curtis annonce que l'idée de Lisa est en effet excellente car il y a des tunnels secrets par lesquels ils peuvent entrer dans la capitale. Il leur dit que les tunnels ont été construits en cas d'urgence. Allen accepte de prendre le tunnel avec les filles, tandis que Curtis et son cocher passent par la porte. Trouver le tunnel n'a pas demandé beaucoup d'efforts, et bientôt, Allen et les filles traversent cet endroit sombre et solitaire jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit de quelques chevaliers qui arrivent. Rapidement, Maylen utilise ses pouvoirs d'invisibilité pour cacher le groupe, et quand ils sont en sécurité, elle leur dit à quel point l'action l'a fatiguée. Noël se demande si les chevaliers sont venus les chercher parce que Curtis a été capturé, mais Allen soupçonne que quelque chose ne va pas. Quelques pas de plus dans le tunnel, et le groupe rencontre Lisette, qui sait qu'il se cache grâce au pouvoir de Mylène. Comme il ne se révèle pas, Lisette leur tire une flèche et Allen l'attrape avant qu'elle ne cause des dégâts. Les filles restent cachées, mais Lisette tire une autre flèche pour les révéler. Lisette accepte de laisser partir les filles car elle vise seulement à tuer Allen. Allen dit aux filles de passer devant lui parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir battre Lisette tout en les protégeant. Une fois que les filles partent, Lisette dégaine son épée, prête à se battre avec Allen. Elle se déplace si vite, à une vitesse synonyme de l'éclair, et Allen ne bouge pas de là où il est, à moins que son épée ne le touche. Lorsqu'elle se détend après un moment, Allen demande à Lisette pourquoi elle se retient alors qu'elle aurait pu le tuer plusieurs fois. Lisette refuse de reconnaître qu'elle se retient à cause de l'avertissement d'Onred de la tuer si quelque chose arrive à Allen et aux autres. Dans son état de distraction, Allen donne un coup de pied à Lisette, et à ce moment-là, le tunnel souterrain commence à s'effondrer. Lisette dit qu'elle ne sait rien de l'explosion qui cause l'effondrement du tunnel, et Allen dit qu'il pourrait être enterré vivant. Les filles regardent le tunnel souterrain s'effondrer depuis le cottage où elles se trouvent, et Lys s'inquiète qu'Allen ait été enterré vivant.
Curtis sourit sournoisement, mais personne ne le voit. Quand Lace mentionne le nom d'Allen, il apparaît derrière eux, les choquant tous. Il demande à Curtis pourquoi il a l'air d'avoir vu un mort, mais Curtis dit qu'il est content qu'Allen soit revenu vivant. Il leur dit à tous de se reposer parce qu'il n'a pas encore de plan pour sauver Henriette. Allen dit qu'il sort faire une course. Allen apparaît dans la chambre d'Henriette pendant qu'elle lit un livre et elle est choquée de le voir. Elle demande pourquoi il est là et il dit qu'il est venu la sauver parce qu'elle a été piégée, mais Henriette dit qu'elle ne veut pas qu'Allen la sauve. Allen accepte la décision d'Henriette et ils se disent au revoir. Le lendemain, Curtis dit à Allen et aux filles qu'ils ne peuvent pas être impliqués dans le sauvetage d'Henriette parce que l'Empire soupçonne déjà que le royaume d'Allen a conspiré avec Henriette pour tuer l'empereur et que la situation pourrait les plonger dans la guerre. Bien que les filles ne soient pas d'accord, Allen dit qu'il devrait quitter l'Empire et Curtis promet de sauver Henriette d'une manière ou d'une autre. Henriette est finalement jetée dans une cellule et elle y rencontre Curtis enveloppé d'une aura démoniaque. Henriette l'appelle Curtis Harness Victor et il rit méchamment. Henriette dit qu'elle a une tonne de questions, mais elle veut d'abord savoir pour qui Curtis travaille. Curtis dit qu'il a tout organisé lui-même, mais Henriette n'y croit pas parce qu'elle connaît Curtis comme un imbécile paresseux et incompétent. Cependant, Curtis lève les mains pour lui montrer ses pouvoirs et elle est choquée, mais Curtis dit que les pouvoirs renversent la situation en sa faveur. Henriette demande si Curtis a tué toute la famille impériale pour prendre le contrôle des chevaliers du Loup Noir, mais Curtis dit qu'il a menacé leurs paresseux, et ils se sont enfuis. Toujours confuse, Henriette a demandé pourquoi Curtis l'avait accusée d'être la meurtrière de l'empereur. Curtis dit qu'il veut devenir l'empereur, mais personne ne le reconnaîtra parce que sa mère était une faisane. La seule façon pour lui d'être reconnu est par le mariage avec Henriette. Henriette n'est pas intéressée par le plan stupide de Curtis ou par la vengeance. Alors elle va dormir et Curtis quitte la cellule, disant qu'il lui donnera le temps d'y réfléchir. À l'extérieur de la cellule, Curtis rencontre Lisette et dit qu'il a entendu qu'elle a failli être enterrée vivante. Elle lui dit de ne pas s'en préoccuper et s'excuse de ne pas avoir tué Allen, mais Curtis est satisfait du fait qu'Allen a quitté l'Empire et pourrait ne pas revenir. Allen et les autres sont dans le wagon sur le chemin du retour vers le royaume. Et comme Noël ne supporte pas le silence insupportable dans le wagon, elle crie. Allen dit que les choses sont calmes parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais Noël est déterminée à dire quelque chose. Elle assure à Allen qu'elle ne le jugera pas pour la décision qu'il a prise. Et Lisa et Mylène sont d'accord. Allen leur dit qu'Henriette lui a aussi dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide quand il l'a vue pour la dernière fois, et les filles sont surprises qu'Allen ait vu Henriette. Pour détendre l'atmosphère, Allen annonce qu'ils vont s'arrêter pour une pause l'après-midi, et il informe le cocher de bifurquer quelque part. Lisette apporte le livre d'Henriette à la cellule et s'excuse qu'elle ait été jetée dans un endroit comme ça. En ramassant le livre, Henrietta se souvient de la visite d'Allen à la chambre la dernière fois. Il avait raison, elle avait aimé lire des récits héroïques depuis sa vie passée. Henriette a toujours aimé les héros, mais elle déteste la mort prématurée et inévitable qu'ils doivent subir. Pour cette raison, elle a fait de son mieux pour guider Allen dans leur vie passée, mais il a quand même été victime de la mort. Cette fois, elle est heureuse de pouvoir aider Allen, même si elle doit quitter le monde avant lui. Curtis retourne à la cellule d'Henriette et demande si elle est prête à lui donner une réponse. Mais Henriette dit à Curtis de ne rien attendre d'elle. Curtis dit que l'Empire la fera tuer à ce rythme, mais elle rappelle à Curtis que c'est lui qui l'a planifié au départ. Curtis menace Henriette avec Allen et la forêt elfique, mais elle n'est pas émue car Curtis ne peut atteindre ni l'un ni l'autre. Par agacement, Curtis frappe Henriette et la frappe plusieurs fois, demandant pourquoi elle est si têtue. Réalisant ce qu'il fait, Curtis s'excuse et sort en courant de la cellule. Dans sa chambre, il se lamente, se demandant pourquoi rien ne se passe comme prévu, mais une idée lui vient à l'esprit et il sourit méchamment. Noël et Mylène retournent à la charrette avec des provisions de la ville où ils se sont arrêtés, mais Allen leur donne une autre liste et les renvoie en ville. Il rencontre Lisa et lui demande ce qui la tracasse. Lys dit qu'elle veut qu'il retourne sauver Henriette, même si Henriette ne veut pas être sauvée. Le cocher les encourage effectivement à retourner. Curtis retourne à la cellule d'Henriette encore une fois comme un imbécile et exige la même chose. Mais cette fois, quand Henriette refuse, il libère son pouvoir et étrangle Henriette avec des mains démoniaques. Cependant, Allen arrive et les interrompt avec son épée. Curtis est surpris de voir Allen dans la cellule avec son cocher, qui enlève son casque et s'identifie comme Celia. Curtis est dévasté de voir que Celia l'a trahi, mais Celia dit qu'elle n'a pas trahi Curtis parce qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Allen, quant à lui, est impatient de terminer la scène rapidement. Dans le passé, Curtis supplie un démon de l'aider parce qu'il veut qu'Henriette soit à lui. En réponse, le démon tranche la tête de l'empereur et demande à Curtis de devenir l'empereur. Curtis pense que c'est absurde parce qu'il ne fait pas partie de la famille royale et que personne ne le prendra au sérieux, mais le démon propose de lui donner le pouvoir qui renversera tout. Le démon libère une partie de lui-même en Curtis, faisant en sorte que Curtis prenne un couteau et tue le démon complètement jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec lui. De retour dans la cellule, Curtis demande à Allen s'il se moque de son pouvoir, mais Allen dit à Curtis que le pouvoir n'est pas le sien. Curtis est trop têtu et a les yeux rouges pour écouter la raison. Son seul objectif est de se battre et il commence à
à attaquer tout le monde dans la cellule, en détruisant d'abord la cellule. Allen et Celia se relaient pour couper les membres que Curtis produit continuellement pour ses attaques. Quand Henriette dit à Curtis qu'il est insensé de penser qu'il peut surpasser Allen, Curtis change de cible et attaque Celia à la place. Henriette rattrape Celia et demande à Curtis pourquoi il veut tellement être empereur qu'il accepte le pouvoir d'un démon, mais Allen montre rapidement à Henriette qu'elle est plus obtuse que tous. Allen tranche Curtis une fois de plus, et cette fois, il tombe et perd la force de se battre. Il demande à Allen pourquoi il est revenu, alors que tout ce qu'il avait prévu se mettait en place, mais Allen rappelle à Curtis que son plan était trop bâclé. Allen dit qu'il ne comprend pas pourquoi Curtis veut être empereur, mais Curtis dit que c'est ce qu'il veut. Allen demande pourquoi il l'a approché et a essayé de le tuer. Il devient vite clair que plutôt que d'être l'empereur, ce que Curtis veut, c'est Henriette. Curtis pleure et Henriette tient la main de Celia, disant qu'elle devrait partir. Cependant, Henriette retourne vers Curtis et s'excuse de ne pas pouvoir lui rendre ses sentiments. Au lieu de cela, Curtis rit, saisit Henriette et dit qu'il va tuer Allen pour qu'Henriette puisse lui appartenir. Le pouvoir consume tellement Curtis que son visage commence à ressembler à celui d'un démon. Celia et Allen continuent de le retenir, mais dès que cela devient un peu difficile, Lisette apparaît et les aide. Curtis demande à Lisette si elle sait ce qu'elle fait, et elle dit qu'elle doit rendre la faveur qu'elle doit à Allen. Curtis embrasse pleinement le pouvoir du démon, disant qu'il va tous les tuer, mais Allen le coupe rapidement en deux et le poignarde au cœur. Allen voit à travers Curtis, et Curtis demande pourquoi Allen n'a pas essayé de gouverner le monde avec le pouvoir ultime qu'il a. Allen dit qu'il veut une vie paisible parce que le pouvoir n'est pas aussi bon que Curtis le pense, mais Curtis est jaloux parce qu'il croit que tout le monde, y compris Henriette, l'aurait reconnu s'il possédait un tel pouvoir. Curtis disparaît et Henriette tente de remercier Allen d'être venu la sauver, mais elle finit par se disputer avec lui à nouveau. Lisette leur dit de partir avant que les choses ne se compliquent davantage. Pour résoudre l'affaire, le plan de Curtis a été caché et l'Empire a fait semblant d'exécuter Henriette, mettant fin à la famille Lindqvist. Henriette pleure dans le wagon d'Allen, disant que la fin de l'histoire est tragique. Henriette demande à Allen de la toucher pour savoir si elle est un fantôme, mais il refuse et les filles la touchent à la place. Lors d'une pause, Henriette demande à Allen pourquoi il l'a sauvée et il dit qu'il l'a fait parce qu'il le voulait. Henriette croit qu'Allen est le héros de tout le monde.